La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver pour un nouveau numéro de B2B en partenariat avec l'AGFI et son rédacteur en chef Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent Magny. Nous recevons cette semaine un multi-entrepreneur au long parcours dans différents domaines, mais je dirais toujours marqué par la technologie. Sa dernière aventure œuvre aussi pour le bien de tous, puisqu'elle vise à faciliter la décarbonation de l'économie. Il s'agit de l'entreprise Inergia, dont vous êtes donc le fondateur et directeur. James Antizon, bienvenue dans B2B. Bonjour messieurs, merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous. Avant de s'intéresser vraiment au fonctionnement d'Inergia, c'est avec vous que nous allons faire connaissance. Portrait. James Gentizon, on va parcourir une partie de votre parcours entrepreneurial qui commence en 1982. Vous sortez de l'EPFZ, diplôme d'ingénieur en poche, puis vous enchaînez avec un master en sciences économiques de l'université de Neuchâtel. Vous vous lancez ensuite dans le rachat d'entreprises en difficulté pour les restructurer, les revendre ensuite. Et puis c'est en 1996 que vous lancez votre première entreprise, Mediaphonics, avec 4 anciens collègues étudiants. L'entreprise est spécialisée dans les télécommunications avec un produit qui permet la fusion entre le téléphone et l'ordinateur, hardware et software, une technologie qui fera grand bruit aux États-Unis. Vous irez jusqu'à signer un contrat de collaboration avec Bill Gates en personne. Alors, plus de 20 ans après, quel souvenir vous gardez de ce contact avec Bill Gates que vous avez rencontré, il me semble? Oui, tout à fait. Alors écoutez, j'ai un parcours un tout petit peu plus éclectique que ça. On essaie de résumer. Oui, alors j'ai un parcours un tout petit peu plus éclectique que ça, dans le sens que j'ai fait un apprentissage de mécanicien. D'abord, j'ai fait effectivement un diplôme d'ingénieur en automobile avec un thermodynamique entre Bienne et puis l'ETH à Zurich. Ensuite, je suis parti effectivement aux États-Unis et je suis revenu en 82. Mais ensuite de ça, j'ai tout de suite continué les études donc de 82 à 83, excusez-moi. Là, je suis parti une année aux États-Unis à 87. Et puis là, j'ai fait justement un master en sciences économiques à l'université de Neuchâtel. Puis ensuite, j'ai redressé un certain nombre d'entreprises. J'ai pris des entreprises toujours dans la technologie. Et puis finalement, effectivement, j'ai fait ce passage dans les télécommunications avec Mediaphonics. Passage qui était effectivement, c'était l'intégration de toutes les fonctions de téléphonie et de l'ordinateur d'informatique, CTI, comme on disait, Computer Telephony Integration. Et puis, c'était quelque chose qui était assez génial en son temps. On a levé beaucoup de fonds aux États-Unis puis ici en Europe. Mais comme vous le savez, c'était les années 95-96. Il y a quelque chose qui est surgi en 95, c'était Internet avec le TCP/IP, donc le protocole sur Internet Protocol pour les communications. C'est des sociétés comme Skype ou des choses de ce style-là qui ont finalement eu raison du système de l'intégration de la téléphonie conventionnelle. Alors Frédéric a retrouvé dans les archives de la GFI un article qui parlait... Absolument. Déjà en 98, vous veniez de signer une collaboration avec Bill Gates. Et Absolument. vous racontiez que c'était quand même quelque chose de rencontrer Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Vous vous rappelez de ces moments-là? Oui, parce que je l'ai rencontré à 3 reprises. Une fois à Redmond, Washington. Une fois ici à Berne, quand il était venu présenter pour les écoles ici aux États-Unis. Et puis une autre fois à New Orleans où on avait eu une conférence en fait et autres. J'ai eu la chance de le rencontrer. C'était un personnage qui était quand même très visionnaire. Je crois qu'il m'a beaucoup impressionné, disons, dans ma vie. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai trouvé le personnage. Je ne le connais pas suffisamment pour avoir véritablement des échanges avec... Non, mais l'entrepreneur suisse qui décroche un contrat avec Bill Gates, ça n'arrive pas tous les jours. Voilà, tout à fait. Non, c'est vrai que c'était vraiment important. Et puis, ça fait plaisir. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, on a été rattrapé par Internet. Il y a quand même quelque chose qui était assez rigolo. Je garde des fois, on me dit, mais tu es mégalomane, mais je pourrais faire un livre. C'est qu'en 1996 ou 96, 96, j'avais été invité, on était par le Red Herring, qui était
un journal sur tout ce qui était high-tech aux États-Unis. Et puis, on était les 50 startups qui étaient les plus prometteuses, où on devait faire un elevator pitch devant les investisseurs pour lever des fonds. Donc, avec Mediaphonics, on avait quand même pas mal levé de fonds. On avait levé dans les 20 à 25 millions de dollars. Et puis, à l'époque, sur ces 50, c'était à San Diego où on avait eu cette conférence. Il y avait quand même 2 noms il y avait une société qui s'appelait Zip2 à l'époque. C'était un certain Elon Musk. Et puis l'autre qui s'appelait Amazon, c'était un certain Jeff Bezos. Alors, voyez, donc, sur les 50, il y en a qui ont bien mieux réussi que moi. 2000, c'est la fin de Mediaphonics. Cette première expérience dans la création d'entreprise, qu'est-ce qu'elle vous a apporté à vous, que vous avez pu reprendre ensuite par la suite comme expérience? Alors déjà, c'était le fait de pouvoir s'adresser à des investisseurs, justement tout ce qui était un elevator pitch, le système de financement, toute l'ingénierie financière qui était assez importante. On a pu quand même finalement la revendre. On a revendu une certaine partie de la technologie à Intel. Et puis, donc, c'était l'aspect avec les venture capitalistes et autres. Donc, c'était quelque chose qui a, disons, on va dire, qui m'a permis aussi d'avoir connaissance aussi du marché international. Et puis, toujours qui a donné un certain nombre de visions. Et puis, ce qui est d'assez amusant, c'est que, comme vous l'avez vu, je ne suis plus un jeune entrepreneur, je ne peux plus qualifier d'un jeune entrepreneur, mais ce qui est très intéressant, je dirais, qui des fois me frappe un peu, c'est que j'ai eu besoin de tout ce parcours, qui était quand même un parcours assez riche et éclectique pour pouvoir faire Inergia. S'il m'avait manqué un seul pas ou une seule expérience, j'aurais pas pu faire Inergia. Oui, parce qu'il y a eu, alors après, d'autres expériences, toujours dans la téléphonie, même si c'était un petit peu différent. On va sauter quelques étapes pour arriver à 2012. Vous faites un diplôme post-grade d'ingénieur soudeur. Qu'est-ce qui vous a motivé à refaire une formation? C'était déjà l'idée d'Inergia ou c'était autre chose? C'était déjà aussi l'idée d'Inergia, c'était le fait que je suis ingénieur en mécanique, thermodynamique. Et puis là, j'avais déjà repris une société qui s'appelait PLCO à l'époque, en 2004, que j'avais aussi dû redresser, puis qui était dans la fabrication de toutes les infrastructures énergétiques pour les grandes sociétés publiques. Transport de fluide. Transport de fluide, c'est-à-dire tous les gros gazoducs sous pression, les grands chauffages à distance, on en a fait dans toute la Suisse et autres. Et puis, c'est une technologie qui était relativement simple, c'est-à-dire que la plupart des infrastructures nécessaires à la transition énergétique sont ce qu'on appelle la technique des assemblages hydromécaniques soudés, sous pression, qui doivent subir la pression. Donc, tout ce qui est transport de fluide dans des tubes qui doivent être soudés et joints. Et puis là, ça demande des connaissances en métallurgie, en soudage et autres, qui sont souvent des diplômes qui sont demandés ou exigés par les lois nationales ou européennes pour la sécurité des produits, et notamment la loi fédérale sur la sécurité des produits ici en Suisse, demande qu'on soit capable de maîtriser effectivement ces technologies. Je prends par exemple au jour d'aujourd'hui, disons qu'on a une très bonne connaissance vous savez que l'hydrogène peut être un vecteur énergétique important. L'hydrogène sous pression, j'aime autant vous dire qu'il faut savoir le construire. Donc, c'est pas évident. Mais il fallait quand même vous, à un poste plutôt de direction, retourner aux bases, aux fondamentaux pour maîtriser. C'était l'exigence des régulateurs, finalement, ou bien il y avait aussi une part de curiosité? Non, il y a une part de curiosité. C'est clair que j'aime bien. J'ai toujours été de nature curieux. J'aime bien connaître et savoir. C'est peut-être une difficulté. Donc, c'est vrai que j'ai repris. J'avais à l'époque 52 ans qu'il a fallu repartir. C'était à Paris, en plus, repartir avec des intégrales et tout. C'était un post-grade d'ingénieur, donc c'était pas des tout jeunes, mais c'était quand même des jeunes qui étaient, disons, dans la trentaine. Et puis, c'était plus facile pour eux de reprendre les maths et autres. Et puis, j'ai galéré, mais je l'ai eu. Alors. Démarrer une entreprise, ça demande beaucoup d'énergie. Il faut vraiment faire corps avec son idée pour pouvoir la défendre, l'inscrire dans la matière, la faire évoluer. À quel moment est-ce qu'on peut commencer à lâcher un petit peu la bride et laisser l'entreprise vivre par elle-même? Est-ce qu'il y a des signaux qui montrent qu'on peut le faire gentiment? Oui, maintenant, ça
commence à pouvoir se faire puisque Pour Energia, effectivement pour Energia, j'ai maintenant quand même un staff, des gens qui m'entourent. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont rejoint. Et puis bon, j'ai aussi eu la chance d'avoir solidifié la partie financière de l'entreprise grâce à un partenaire. On y reviendra On dans y la deuxième reviendra, partie. oui, tout à fait. Et puis maintenant, je peux commencer à lâcher. Mais je crois qu'une entreprise, essentiellement, il faut avoir une vision, il faut avoir une idée. C'est pas quelque chose. C'est inexplicable, je crois. Je dis souvent, c'est inexplicable. Il ne faut pas faire ça pour faire de l'argent ou avoir du succès. Tout, c'est d'être convaincu. Il faut avoir une motivation. Puis moi, la motivation, en l'occurrence, c'est quand même la transition énergétique. Quand même, on arrive à un système maintenant aussi économique et politique qui est quand même très complexe, où on est dans une impasse, où il faut voir, comme le dit d'ailleurs mon partenaire principal, dont on parlera plus tard, je crois que si on n'arrive pas à cette transition énergétique d'ici 2050, il faut voir que l'humanité est en danger. Donc, j'ai la chance d'avoir 2 petits-fils de 8 et 11 ans. Et puis, c'est clair que pour eux, je veux quand même qu'il soit dit que j'ai fait quelque chose. Et puis, je pense qu'on peut gagner. Dernière question, avant de passer à la deuxième partie de cette émission. Dans un processus très prenant, comme on le disait tout à l'heure, la création de l'entreprise, quelle est la clé de la réussite pour arriver à prendre quand même soin de soi en tant qu'individu, pas s'oublier totalement? C'est la passion. Puis quand vous avez de la passion, premièrement, moi j'ai eu de la chance, je le dis souvent, c'était d'ailleurs mon grand-père qui le disait, j'ai jamais travaillé de ma vie. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à faire ce que je faisais. Donc, j'ai pas l'impression. Donc, sitôt que ça devient pesant, vous n'avez pas la passion. Alors, je dis pas qu'on n'a pas effectivement des moments où on a du poids sur soi-même. Il y a des moments d'hésitation, de risque, mais il faut avoir déjà une confiance absolue dans ce qu'on fait, avoir une certaine certitude. Et puis à partir de ce moment-là, il faut avoir du plaisir. Si on n'a pas de plaisir à faire ce qu'on fait, puis qu'on n'a pas cette passion, je pense que c'est beaucoup trop pénible. C'est du burn-out. Mais ça maintient, ça, je peux vous dire que ça maintient plus que ça fatigue. James Gentizon, Energia a été créée en 2018. L'entreprise compte, sauf erreur, une quinzaine d'employés. L'entreprise est basée à Payerne. Et fait important, vous l'avez brièvement mentionné tout à l'heure, cet été, vous avez annoncé un financement supplémentaire, l'arrivée au capital de André Hoffmann, le vice-président de Roche, issu de la famille fondatrice du géant de la pharma, mais aussi impliqué dans la défense de l'environnement à travers le VVF. On va parler d'Energia dans le détail et c'est pas si simple que ça. On va prendre le temps de l'expliquer. Votre mission, votre vision, vous l'avez expliqué, c'est de faire quelque chose pour soigner la planète, décarboner notre économie. On va donc regarder d'abord ce que vous proposez, le service. Il y a un service à la fois technique et un service financier. Puis on évoquera bien sûr la marge des affaires, comment ça fonctionne. Energia Conseil vise surtout les communes de moins de 10 000 habitants. Il y en a 1375 au total en Suisse, et donc les aider à faire leur transition énergétique. Commençons donc par cette partie technique d'abord. Qu'est-ce que vous leur apportez comme conseil, comme service? Alors peut-être prenons le concept ou un constat global, si vous voulez, parce qu'on a quand même une approche holistique, même si on en vient au niveau de l'implémentation microéconomique. Donc, premièrement, je crois que le système actuel, on est dans une impasse. Parce qu'au niveau énergétique, par exemple, on a un système, historiquement, on a hérité d'un système qui est essentiellement un système centralisé, où finalement la population, c'est-à-dire les citoyens et les entreprises locales, sont totalement captifs d'un système. Donc ça, c'est déjà une chose. Pour être clair, un producteur d'électricité, un producteur de chauffage, dont on dépend, c'est ça? On a un système effectivement qui est oligopolistique au niveau de l'électricité et de l'énergie. Il n'y a que quelques acteurs, souvent des acteurs publics en plus, et tout, qui sont des acteurs oligopolistiques dont la population est totalement captive. Donc ça, c'est historique. Ça a été mis parce qu'il fallait assurer l'approvisionnement, il fallait assurer les grands barrages et autres. Donc, premièrement, nous, on essaye de voir que la seule manière pour pouvoir développer les ressources dont on a besoin en termes d'énergie, c'est de manière décentralisée. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, la Suisse a besoin de 220
220 TWh pour son énergie, hein, si on compte tout le fossile, toute l'énergie et autres. Sur ces 220, il y a 60 TWh qui sont de la production hors fossile, la production indigène, les barrages, également les centrales nucléaires, mais tous les barrages, tout ce qui est fait aujourd'hui de manière indigène, qui est renouvelable ou en tout cas hors fossile. Si on admet qu'en général, toutes les machines fossiles par rapport aux machines électriques sont, disons, ont une efficience énergétique qui est 3 fois supérieure avec les moteurs électriques, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il faudra qu'on arrive à produire 60 TWh supplémentaires, en plus d'arriver à plus ou moins 120 TWh, on n'en a que 60 maintenant. Donc, le seul moyen d'y arriver, c'est de manière décentralisée et en faisant au niveau des communes un mix énergétique en fonction des ressources locales et indigènes, et puis que ce mix énergétique puisse faire un système global qui va profiter, qui va être produit par les locaux, avec les locaux, pour les citoyens locaux, de manière pour obtenir leur indépendance. Donc, on arrive facilement avec ça à produire à peu près 40 et 50 TWh. Alors concrètement, il s'agit de quoi? Pour une commune, il y a le cas qui est connu de Rossinière, dans le canton de Vaud, avec qui vous avez signé il y a une année. Qu'est-ce que vous apportez? Alors, ce qu'on amène, l'électricité et le chauffage. Hein. Voilà, alors c'est l'idée d'avoir toutes sortes d'énergie, la production d'énergie locale, y compris aussi l'efficience énergétique, l'isolation des bâtiments. Et pour ce faire, alors on crée une société ad hoc locale dédiée qui appartient mais que c'est une société à but non lucratif. Alors là, on est un peu dans le financement. Je pense qu'on revient au financement dans une deuxième partie, mais qu'on comprenne bien quelle technologie vous aidez à installer. Comment ça va? Alors, ça va être un mix. Pour arriver à cette production. Ça va être un mix de différentes technologies. Ça peut être, par exemple, de la biomasse. Ça peut être justement du méthane qui va sortir pour pouvoir faire un coupe chaleur-force pour créer de l'électricité. Ça peut être des éoliennes, ça peut être du photovoltaïque. Tout ça va faire un mix. Toute la palette. Toute la palette en fonction des ressources locales. Hein, bien sûr, puisque ça va varier d'une commune à l'autre. Hein. On va pouvoir aussi turbiner, par exemple, l'eau potable, par exemple. Tout ça va faire qu'on va pouvoir amener de la production et de la distribution locale. Donc il y a une compétence technique, un savoir-faire technologique chez Energia que vous apportez aux responsables de communes. Voilà, alors nous, ce qu'on amène, c'est en fait finalement ces 3 choses. C'est premièrement l'intégration, on a aussi des intégrateurs, comme on l'avait à l'époque de l'informatique, des intégrateurs de toutes ces technologies, avec le choix des technologies. On coach la commune pour faire le choix des technologies, donc première des fonctions, c'est intégrateur de ces différentes technologies pour obtenir une optimisation de la production locale. Deuxième des choses, il faut qu'il y ait une gestion des risques. Une gestion puis un traitement des risques exhaustifs qui soit technique, bien sûr, mais qui soit également économique, c'est-à-dire financiers, économiques ou commerciaux, et qui soit également légaux. Et la troisième des points, c'est de pouvoir faire un financement global de tout ça. C'est de pouvoir d'avoir une approche systémique, d'approcher ça comme un système et de faire un financement global. Et c'est là aussi qu'on est très innovateur, puisque le financement... On va le détailler juste avant. Vincent avait une question. Avant de passer au financement, est-ce qu'il y a une commune dans le défi technique qui vous fait envie, de par les ressources qui sont disponibles, un challenge peut-être dans un point précis de la Suisse? Alors, il y a une commune avec laquelle je ne peux pas la citer aujourd'hui, c'est une commune vaudoise, mais avec laquelle on vient de signer justement un accord d'une convention de collaboration pour pouvoir la rendre indépendante énergétiquement et puis également, donc, ce qui veut dire que l'indépendance énergétique, comme elle se fait avec des ressources renouvelables, va entraîner la neutralité carbone. Eh bien, c'est une petite commune vaudoise où là, on va faire même des éoliennes. Donc, vous êtes sûr de réussir à planter des éoliennes? Absolument. Dans le canton de Vaud? Absolument. En moins de 25 ans? Alors, en bien moins de 25 ans, ça sera en quelques années. Pour une bonne et simple raison. Au jour d'aujourd'hui, si on vous met dans une commune une immense éolienne dans le dos, et puis que ça vous profite à moitié, puisque en fait, ce serait financé, par exemple, par un gros énergéticien suisse avec des fonds allemands, et vous n'en avez aucun profit, vous n'avez aucun intérêt à le faire. Par contre, quand on vous dit, parce que maintenant, il faut voir qu'avec cette crise énergétique, il y a une chance pour la neutralité carbone. Quand on commence à vous dire qu'il risque d'y avoir des pénuries d'électricité, qu'on veut
qu'il faut, au jour d'aujourd'hui, en 2022, qu'il faut mettre un couvercle sur sa casserole, et puis, ou bien qu'il faut prendre une douche en une heure. Alors maintenant, les gens commencent à paniquer. Une minute, pardon. Une heure, c'est moi qui le fais. Non, je m'excuse, c'est pas vrai. Mais par contre, donc les gens commencent à paniquer. Alors, quand vous pouvez leur dire, cette éolienne va vous produire votre électricité à un coût que vous aurez maîtrisé et qui sera votre électricité à vous, je peux vous dire que ça change totalement le discours. Donc, en l'occurrence, là, c'est même pas nous qui avons proposé de mettre des éoliennes. C'est la commune. C'est la commune qui nous a dit, il y avait eu un projet d'éolienne, est-ce qu'on pourrait pas le faire nous-mêmes? Il y a l'aspect technique qu'on vient d'évoquer qui est important, mais tout aussi important, c'est le financement. Vous en avez touché quelques bribes. Ça paraît un peu compliqué. Est-ce qu'on peut expliquer les quelques étapes clés pour financer ces investissements qui sont sûrement coûteux? Oui, alors, en fait, c'est relativement simple, mais on va créer une société ad hoc locale. Cette société, elle est ad finam possédée par la commune et par ses citoyens, par une coopérative de citoyens. Donc, c'est une société qui a but non lucratif. C'est une société privée, mais à but non lucratif. Et c'est elle qui va financer, qui va réaliser les infrastructures et qui va les financer. Exactement comme si vous aviez, n'est-ce pas, pour une petite commune, disons, des services industriels privés locaux. Et puis, pour se financer, donc, il y a un contrat de partenariat public-privé qui est signé entre la commune et cette société ad hoc communale, donc avec une société qu'elle contrôle, où elle a totalement le contrôle avec ses habitants. Et puis cette société, la commune va cautionner cette société à hauteur des besoins d'endettement. Et puis c'est cette société qui va s'endetter, qui va obtenir un emprunt obligataire auprès de notre partenaire, la Banque Vontobel et Cosmofunding, qui va donc faire cet emprunt obligataire exclusivement auprès des caisses de pension, des fonds de prévoyance et des investisseurs institutionnels suisses. Donc, ça permet, si vous voulez bien, d'une part, d'être complètement circulaire. Premièrement, c'est quelque chose de nouveau. Jusqu'à présent, les emprunts obligataires, ils étaient réservés à la Confédération, au canton, aux très grandes villes. Comme là, on parle des petites communes, moins de 10 Mais 000 là, habitants. des petites communes de moins de 10 000 habitants, ou bien des fois, c'est même de quelques centaines d'habitants, moins de 1000 habitants, eh bien, on peut faire justement des emprunts obligataires pour financer la transition énergétique. Parlons des subventions. Vous recevez ou espérez recevoir à terme des subventions de la Confédération ou des cantons? Alors, disons que cette société-là, en tant que propriétaire, tout comme la commune, ses subventions, elle peut les recevoir exactement comme si c'était une autre, ou que la commune le faisait directement. Donc ça, c'est clair qu'on les touche. Mais le gros avantage de cette société-là, c'est que elle ne fonctionne pas avec des subventions. On a un immense avantage, c'est qu'on le finance avec des fonds de pension. Donc, si vous voulez bien, premièrement, c'est vraiment, on rentre dans l'économie circulaire, le cycle économique, on travaille, puisqu'on n'est pas soumis au marché public, donc on va travailler essentiellement avec les acteurs locaux. Donc on va produire de l'énergie localement avec la population et les entreprises locales pour la population et les entreprises locales, qui sera distribuée avec un contrôle complet sur les tarifs. Et puis, d'une part, du point de vue, ça c'est du point de vue microéconomique, et puis du point de vue macroéconomique, ça permet aux caisses de pension de pouvoir être réintégrées dans le circuit économique. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous avez les caisses de pension qui financent les communes à travers ces sociétés, qui vont donner du travail aux entreprises locales, qui vont pouvoir développer et maintenir des emplois, qui vont repayer les caisses de pension par les charges sociales. Avant de conclure cette deuxième partie, James Gentizon, on a évoqué le cas de Rossinière signé il y a 1 an. Vous en annoncez peut-être un autre qui vient. Combien de communes ont aujourd'hui adopté la solution Energia? Alors, d'ici la fin de l'année, donc, on est déjà en train de signer avec 3 communes. Et puis, d'ici la fin de l'année, on en aura 6. Donc, ce qu'on fait, on signe d'abord des conventions de collaboration où on leur propose d'atteindre l'indépendance énergétique, je dis à raison de peut-être 40, 60, jusqu'à 70%. Et
pour ce faire, donc, on va les aider à créer tout un roadmap, une feuille de route qui va permettre de savoir quelles infrastructures et quels investissements il faudra faire pour y arriver. Et puis, bon, je pense que d'ici la fin de cette année, on en aura signé en tout cas 6. Et l'an prochain Alors, l'an prochain, ça va encore augmenter, puisqu'en plus, ensuite de ça, on va se déployer sur la Suisse allemande, c'est clair. Donc, voilà. Vous, dans le journal 24 heures, ce printemps, vous annonciez 550 collaborateurs dans 10 ans, Oui. pour un chiffre d'affaires de quelques 240 millions de francs. C'est relativement ambitieux. Mais ça, on sera toujours, c'est toujours, le business plan est confirmé de ce côté-là, oui, absolument. Et juste avant de conclure, James Chantillon, cette deuxième partie, André Hoffmann, votre partenaire, comment ça s'est fait et qu'est-ce qu'il apporte au-delà du capital à Energia? Bon, alors, c'est vrai que ça s'est fait de manière assez fortuite, puisque c'est par un ami commun, c'est-à-dire Philippe Gex de la Pierre Latine, puisqu'il est passionné de vin, puis que moi-même, je viens d'une famille de viticulteurs. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus, il nous a présenté, et puis, bon, on a exactement la même vision. C'est quelqu'un pour lequel on est vraiment en parfaite symbiose. Je trouve admirable le fait qu'il soit aussi impliqué au niveau de l'environnement. Hein. Je dois dire que c'est quelqu'un qui a déjà une longue fibre par son père, Luc Hoffmann, qui est un des fondateurs du VVF. Du VVF. Et puis, bon, il est vraiment impliqué vraiment dans l'environnement, avec justement des idées de réformer le système, notamment au niveau des comptabilités et autres. On doit prendre en compte non seulement les aspects économiques purs, mais également l'impact sur l'environnement, l'impact social. Et puis je trouve assez fantastique d'avoir une famille qui s'investit autant que ça dans l'environnement. Moi, ce que je suis aussi touché, c'est qu'il a investi non pas via un fonds ou autre, mais en direct avec lui-même et ses 3 enfants. Et puis bon, alors ce qu'il apporte, bien sûr, il y a la solidité financière, parce qu'on a quand même un modèle qui peut peut-être éventuellement déranger, qui est disruptif, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il faut avoir une solidité financière. C'est aussi pour ça que j'avais déjà travaillé, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des venture capitalistes. Puis quand il nous fallait des fonds, j'ai été longtemps sollicité pour des venture capitalistes, mais je ne voulais pas parce que j'ai essayé de tenir le plus longtemps possible. Puis effectivement, André Hoffmann est venu, et puis il nous donne une solidité financière, c'est-à-dire que ma famille, la famille Hoffmann et ma famille, on contrôle 80% du capital. On a une convention d'actionnaires sur 30 ans qui fait qu'on n'est pas achetable ni possible. Puis voyez, donc ça veut dire que dans 30 ans, on est plus ou moins du même âge avec André Hoffmann. Donc c'est pas un coût financier, c'est vraiment la volonté de réussir cette transition. Nous allons terminer cette émission par un dialogue indirect avec Thierry Mauvernet. Nous allons entendre quelques citations qui apparaissent dans son livre « Oser et écouter pour entreprendre avec succès » que l'on a reçu ce printemps. À vous de nous dire, James Chantillon, d'accord ou pas d'accord avec les citations? Alors, première citation de Thierry Mauvernet, « Le succès est souvent tellement près de l'échec. » Absolument. D'accord. Une entreprise n'est pas une démocratie. Non, je ne crois pas. Alors, effectivement, il faut quand même une certaine gouvernance au niveau de l'entreprise. Ça peut, la cogestion ou la gestion... Alors, la gestion participative, oui, mais non, c'est pas forcément une démocratie, en tout cas pas au début. Et pour revenir à votre thème, la décroissance est une illusion. C'est ce que défend Thierry Mauvernet. Alors, c'est non seulement une illusion, c'est une aberration. Il faut voir que la décroissance, elle est destructive. Donc, c'est le chaos le plus complet, hein, la décroissance. Donc, je ne peux pas comprendre. J'ai même entendu l'autre jour un économiste qui disait qu'il fallait gérer la décroissance. C'est un non-sens. Par contre, on peut passer de croissance quantitative, qui, elle, est terminée, à une croissance qualitative, où on serait presque à une croissance avec une compensation des valeurs ajoutées des uns et des autres. Merci beaucoup, James Chantillon, d'être venu aujourd'hui sur le plateau de B2B. Mais merci à vous, c'est très gentil de m'avoir invité. Merci Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. On va se retrouver la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneurs en Suisse romande dans B2B. Portez-vous bien et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.